Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Grève générale. Rêve général? Anne Morelli et Daniel Zamora. Les lignes écrites par Élisée Reclus il y a plus d'un siècle condensent à elles seules le sens du titre de cet ouvrage. La grève générale est précisément cet objet réel et fantasmé qui a traversé toute l'histoire ouvrière, sans pour autant avoir perdu de sa dimension subversive et chimérique. Aujourd'hui, ce ne sont plus les textes d'Élisée Reclus qui nous rappellent cette association particulière, mais un slogan jouant délibérément avec les mots « Grève, rêve générale ». Ainsi, parmi les indignés manifestant le 15 octobre 2011 à Montréal, un jeune homme porte un petit panneau artisanal où il a écrit « Rêve général ». Remaniement personnel du slogan associé à Utopiste debout, et arboré très souvent depuis 2006, « Rêve général ». Dans le film de Tavernier Quai d'Orsay 2013, cette affichette est au mur du logement du jeune couple dont la femme, institutrice, milite pour les droits des enfants sans papier. En France, des dizaines de milliers de manifestants ont affiché ce jeu de mots qui n'est la propriété de personne et n'est revendiqué spécifiquement par aucune organisation, parti ou syndicat. L'autocollant cerné de rouge serait fabriqué dans l'atelier d'une petite organisation intitulée « Ne pas plier ». Mais son succès ne peut s'expliquer que par le sens que chaque manifestant lui donne. Et certains l'identifient clairement au prix de la réintroduction de la lettre G à la grève générale. Rêve de transformation globale, rêve collectif partagé par plusieurs générations à travers l'histoire sociale, rêve qui pourrait passer par la grève générale pour atteindre sa radicalité. Ce n'est pas d'une petite grève qu'on rêve, mais d'élargir l'horizon des luttes, de dépasser l'actualité immédiate pour clamer collectivement, non pas paisiblement qu'un autre monde est possible, mais que toutes les limites du tolérable sont dépassées et qu'il est urgent de créer une rupture, un projet collectif, au-delà de la barbarie capitaliste. Il ne s'agit donc pas simplement de la grève en tant que telle, mais comme l'écrit Élisée Reclus, l'esprit de grève, qui est en soi une conception de la société pour laquelle on lutte. Si la grève comme cessation du travail pour obtenir de meilleures conditions de travail semble déjà présente en Égypte ancienne, la grève générale dépasse ses temporalités réduites et ses revendications précises pour s'inscrire dans le changement profond. Le concept de grève générale naît ainsi dans la deuxième moitié du XIXe siècle et trouve sa meilleure élaboration théorique au début du XXe siècle. La grève générale a d'ailleurs constitué dans l'histoire un instrument politique privilégié des dominés face aux dominants. Elle n'est clairement pas la simple cessation du travail, mais une revendication agressive de tout l'avoir des travailleurs, comme l'écrit Élisée Reclus. En ce sens, elle incarne notamment trois dimensions symboliques fondamentales dans l'histoire du mouvement ouvrier. La solidarité et le collectif, l'expression politique et démocratique immédiate des classes populaires dans le politique et la sortie de la temporalité qui leur est toujours imposée pour tendre à une autre organisation sociale. C'est ainsi la manifestation de la solidarité et du collectif face à la concurrence qu'impose le capitalisme aux travailleurs. Elle se pose clairement comme une expression politique collective et non individuelle. À la différence du vote et de la majorité des outils démocratiques légitimes, qui exprime la volonté des citoyens de manière abstraite et comme une somme d'opinions individuelles, la grève générale est l'événement qui aura le plus marqué dans l'imaginaire collectif l'expression politique des classes dominées. Pour reprendre le mot de Sartre, la grève générale est en ce sens l'antithèse des outils démocratiques classiques qui tendent à morceler et à réduire le peuple aux unités dont on prétend qu'il se compose. Elle constitue l'expression la plus mythique de la classe mobilisée. La majorité des images que nous renvoie spontanément le mouvement ouvrier sont généralement ancrées dans la grève générale et ses manifestations. La figure de l'ouvrier et de la classe en lutte est ainsi étroitement liée à la notion et pratique de la grève générale. Cette dimension collective se double donc d'une dimension identitaire importante et au cœur du débat historique sur les classes sociales. La constitution d'une identité de classe, telle qu'elle a existé durant plus d'un siècle, est en ce sens fortement ancrée dans de telles manifestations. La grève générale est donc le moment particulier, où comme l'écrivait l'historien Edward Palmer Thompson, un groupe est capable d'articuler l'identité de ses intérêts. Elle a ainsi été un moment privilégié de la construction de ce que Marx avait nommé la classe pour soi,
le moment subjectif de la conscience ouvrière. La conscience n'est pas le produit d'un savoir, mais d'un être en mouvement, dont la grève générale est un facteur important. La grève générale regroupe donc deux des principaux facteurs de la construction de la classe mobilisée: la pratique collective et l'opposition. Elle est ainsi la manifestation d'une solidarité de la classe ouvrière contre les exploiteurs. Ensuite, elle est également l'expression politique immédiate, sans médiation, des classes populaires dans le politique. La grève générale est une des formes classiques du socialisme par le bas, tant défendue par le marxiste américain Al Drapé, forgeant dans l'imaginaire l'un des endroits de la démocratie la plus directe pour les opprimés. Le cœur du socialisme par le bas réside dans sa vision que le socialisme ne peut être réalisé que par l'auto-émancipation des masses mobilisées et en mouvement, s'efforçant d'atteindre la liberté de leurs propres mains, mobilisées par en bas en un combat pour prendre en charge leur propre destin comme actrices et non seulement comme sujettes sur la scène de l'histoire. Elle romprait ainsi avec les formes politiques élitistes, décidant à la place du peuple ce qui serait bon pour lui, mettant en scène le peuple, lui-même dans ses revendications politiques. Cette expression politique serait également privilégiée dans le développement de nouvelles formes de participation et d'organisation démocratique des travailleurs. En effet, c'est notamment dans de très grandes grèves générales que se développent spontanément comités, conseils ou assemblées d'ouvriers préfigurant l'organisation politique de la nouvelle société. Cette organisation, qui est loin d'avoir été pensée dans la tête d'un théoricien, est alors le fruit des pratiques politiques des gens ordinaires, de leur lutte sociale. La grève générale elle-même est cette création collective et spontanée n'ayant aucun inventeur. Émile Pouget notait ce fait remarquable. L'idée de grève générale n'a pas de blason idéologique, elle vient du peuple et ne peut prétendre à une noble origine. Ni sociologue, ni philosophe n'ont daigné élucubrer sur son compte, analyser ses formules, doser sa théorie. À l'image du petit slogan arboré par les militants du rêve général, la grève générale peut donc, au même titre que toutes les formes d'organisation ouvrière démocratique moderne, la commune, les soviets, les comités ouvriers, être considérée comme faisant partie du patrimoine collectif du mouvement ouvrier. Comme le remarque Jean Vogel dans son article, ce mouvement peut être conçu comme un processus historique de désubordination de la classe ouvrière. Processus visant à désorganiser les institutions du pouvoir politique, auxquelles les syndicalistes révolutionnaires s'opposent, et l'État plus particulièrement, et à organiser la classe mobilisée. Cette question sera d'ailleurs l'objet d'âpres débats au sein du mouvement ouvrier entre ceux dont la critique antiparlementaire fait de la grève générale un outil s'opposant par nature aux institutions, aux jeux politiques et aux courants plus marxistes, ayant choisi de mettre l'action syndicale et de grève au service de la lutte politique. Enfin, la grève générale est une rupture dans la temporalité et la géographie du capital, de l'économie et de la vie imposée par les dominants. Tout d'abord, car elle arrête le temps économique qu'impose l'usine et le travail. La discipline du collectif et de la classe se substitue pour un temps à celle de l'économie et de l'usine. Les opprimés créent ainsi leur propre temporalité, leur autonomie face au système. Mais également dans le fonctionnement social normal du quotidien, car la grève générale rassemble des personnes qui dans la norme ne se rencontrent pas. La grève est générale et historique quand sa localisation cesse d'être restreinte et sa composition cesse d'être uniforme. Elle est ainsi le lieu où le corps social, fragmenté, d'origines diverses, se retrouve et se fond à l'encontre des divisions sociales classiques, l'endroit par excellence où intellectuels immigrés, ouvriers et marginaux peuvent dans certaines limites se rencontrer. Elle est, pour reprendre le mot du philosophe français Alain Badiou, la création d'un nouveau type d'unité populaire, indifférente aux stratifications étatiques et résultant de trajets subjectifs apparemment disparates, dessinant ainsi peu à peu une représentation en mosaïque unifiée de tout le peuple. De par son organisation même, la durée de la grève générale peut d'une certaine manière laisser entrevoir ce que serait l'utopie d'une société différente. C'est ce qu'écrivait Anne-Louise Strong, lorsque les ouvriers s'occupant de l'alimentation, de la santé ou des enfants des grévistes, développent une première forme de pouvoir populaire, d'alternative sociale. Elle semble ainsi, pour reprendre le mot d'André Breton, être le lieu qui cherche à la fois à transformer le monde et à changer la vie, alliant ainsi Marx et Rimbaud dans un seul et même mot d'ordre.
Elle peut en ce sens être comprise comme le bref moment donnant un avant-goût de la perspective sublime que sera le Nouveau Monde, ou le premier pas vers la révolution qu'elle prépare. Georges Sorel, socialiste révolutionnaire qui a été l'un des principaux théoriciens du concept, fait un parallèle entre la grève générale révolutionnaire et l'apocalypse chrétienne, catastrophe menant à la libération. Comprise ainsi, la grève générale est la guerre absolue qui voit s'affronter deux classes dressant l'une contre l'autre toutes les forces dont elles disposent. Chacun devra s'y surpasser, y être un personnage, oublier ses propres intérêts. Ce sera le moment où l'individu et l'idée ne feront qu'un, le moment où, pour reprendre le mot de Marx, la théorie s'empare des masses et devient une puissance matérielle. Et si la violence libératrice sera inévitable, elle devrait être plus symbolique que destructrice. Mais à côté de cette vision quasi mystique de la grève générale, celle-ci a été pensée par d'autres comme une étape intermédiaire entre grève et révolution, où triomphe la démocratie directe. Ou encore comme une simple mobilisation générale qui améliore des points du système, mais ne le remet pas fondamentalement en cause. De ce point de vue, son sens et son utilité ont été âprement débattus entre les différentes composantes du mouvement ouvrier. Elle fait tout d'abord l'objet de tentatives de théorisation dans les écrits d'auteurs comme Georges Sorel, Célestin Bouglet ou Fernand Pelloutier. Mais elle est ensuite l'objet de débats traversant l'histoire de toutes les internationales, opposant des figures comme Marx, Bakounine, Proudhon, Rosa Luxembourg, Lénine ou Jules Guesde. Tous discutent de sa finalité et de son rôle dans la Révolution. Grève politique ou économique? Grève révolutionnaire ou grève réformiste? Cette dimension théorique est l'objet des contributions d'Irène Pereira et de Jean Vogel. Il est d'ailleurs utile de rappeler la typologie générale développée en son temps par Ernest Mandel, afin d'étudier les différentes formes que peut prendre la grève générale. Ensuite, ce présent volume se veut également comparatiste et historique à la fois dans l'espace, du Chili à la Corée en passant par l'Espagne et largement par la France et la Belgique, mais aussi en envisageant des grèves générales fort différentes allant de la grève révolutionnaire ou insurrectionnelle à la grève interprofessionnelle limitée à une seule ville ou région. En effet, sous le même vocable de grève générale, les situations sont extrêmement diverses et reflètent des questions très différentes. Grève générale passive, active, politique, économique, autogérée ou dirigée, un premier regard suffit pour saisir l'immense diversité qui se cache derrière le concept. Qu'ont finalement de commun une grève générale qui vise à des retouches superficielles du capitalisme, afin de le réformer et de le rendre acceptable sans le remettre fondamentalement en question, et une grève générale insurrectionnelle comme l'Espagne en a connu? Y a-t-il des principes élémentaires permettant de caractériser une grève générale? Cette question traverse précisément l'ensemble des contributions qui nous permettent de saisir la problématique au travers d'exemples très différents, mais réunis autour d'un mot d'ordre commun de grève générale. Dans la première catégorie, grève réformiste, on devrait sans doute placer les grèves générales qui se sont déroulées à plusieurs reprises en Belgique au tournant des 19e et 20e siècles, sans grandes élaborations théoriques, mais qui avaient pour but concret la généralisation du droit de vote. Elles furent l'objet d'une âpre polémique entre Émile van der Velde et Rosa Luxembourg, celle-ci considérant que la grève générale politique à la belge ne fait qu'aménager le désordre capitaliste au nom d'hypothétiques progrès. Ainsi, bien qu'elle salue cette arme grâce à laquelle le prolétariat belge doit la première brèche qu'il a faite dans le droit électoral censitaire, l'action parlementaire du peuple va durablement changer le rapport du parti à l'action de masse. Ainsi, aux premières manifestations spontanées de l'esprit combatif du parti, se substitue un esprit réformiste qui se contenterait de cantonner l'action de la masse à un avertissement sans frais, et à renvoyer celle-ci à la maison aussi vite que possible. Le réformisme du parti transformant donc nécessairement les grèves politiques en grèves économiques. Mais les grèves générales politiques peuvent aussi protester contre la guerre, ou forcer un gouvernement à prendre des décisions qu'il ne désirait pas adopter. Les grèves projetées en Espagne à l'époque de Franco avaient bien comme but d'ébranler voire de faire tomber le franquisme, au même titre que celles qui ont fait échouer le putsch fasciste de Kapp en Allemagne en 1920, après 4 jours de grève générale. Le cas de la Corée, en 1996 à 97, est politique, mais tout en restant dans un cadre institutionnel,
la grève générale voulant surtout, à travers une démonstration de force du syndicat, le faire reconnaître comme interlocuteur par le gouvernement. C'est donc une action de masse ayant pour but l'institutionnalisation du rapport de force et du mouvement. L'institutionnalisation du conflit social est en ce sens un enjeu important des organisations ouvrières, y voyant une garantie de leur stabilité tout en transformant le rapport que l'organisation entretient avec l'action de masse, devenant une arme moins fréquente. Mais le plus souvent les grèves générales ont des mobiles directement économiques, qu'il s'agisse d'obtenir des droits sociaux nouveaux ou des améliorations de salaire pour les travailleurs lorsque le rapport de force joue en leur faveur, ou de mener une action défensive pour protéger ces acquis remis en cause lorsque le rapport de force penche en faveur des employeurs. Il faut se souvenir en outre que les grèves générales peuvent être de gauche comme de droite. L'article sur la grève menée au Chili contre le gouvernement d'Allende en 1972 démontre suffisamment que la rébellion de la bourgeoisie contre des empiètements à ses privilèges peut prendre la forme d'une grève insurrectionnelle. Dans ce mouvement qui ébranla le gouvernement du Front populaire, on peut se demander s'il s'agit vraiment d'une grève générale, mais surtout on voit tous nos repères habituels renversés. Qui sont les grévistes? Qui sont les jaunes? Où est la légitimité? Où est la répression? Cet exemple de grève de droite n'est pas isolé et exceptionnel. N'a-t-il pas été imité en mai 2010 pour tenter de faire tomber le gouvernement d'Evo Morales en Bolivie par une grève générale illimitée? Mais évidemment l'image classique de la grève générale est bien plutôt celle d'une antichambre de la Révolution, où éclate l'énergie de la transformation sociale face à un trop-plein d'iniquités cumulées. Cet appel à la fête révolutionnaire est-il anachronique au XXIe siècle? Le thème semble au contraire d'une totale actualité à l'heure où nous écrivons. Pour la première fois depuis 1946, la ville californienne d'Oakland a été paralysée à la fin de 2011 par un mouvement de grève générale, et ce concept a repris sens à travers les États-Unis. Les grèves générales sont les formes actuelles de la protestation contre la régression sociale sans précédent en Grèce comme au Portugal, en Espagne comme en Italie. On a d'ailleurs trop peu relevé le rôle central, à côté de celui des blogueurs toujours mis en exergue, que le syndicat UGTT, Union Générale de Travailleurs de Tunisie, a joué dans l'évincement de Ben Ali du gouvernement tunisien. L'UGTT, bien que sa direction ait collaboré avec Ben Ali, a été la colonne vertébrale du mouvement et a joué un rôle moteur dans la coordination des luttes. Dans plusieurs localités, et pas seulement les bastions traditionnels de combativité ouvrière, ce sont ces locaux qui ont servi de point de ralliement pour les manifestations ayant précédé la grève générale. Et ce n'est évidemment pas un hasard si Ben Ali a quitté le pouvoir justement le jour de cette grève générale, alors qu'à la radio-télévision des comités de syndicalistes prenaient le contrôle du journal télévisé. 10 000 personnes défilaient à Tunis à l'occasion de la grève générale, et parvenaient à se rassembler devant le ministère de l'Intérieur. Dans les autres villes également, des milliers de personnes avaient rejoint les sièges des syndicats où se succédaient les meetings, et d'où démarraient les cortèges. En Italie, la grève générale a été réclamée depuis décembre 2010 par une base de plus en plus impatiente de réagir contre les coupes salariales et sociales, grève générale qui finira par être effective seulement en octobre 2011. Le Portugal a connu en novembre 2010 une paralysie totale, due à une grande grève générale. En février 2012, l'exploit est à nouveau accompli avec la plus grande manifestation depuis 30 ans. En Espagne, ce sont 2 millions de travailleurs qui ont suivi le mouvement de grève générale contre les nouvelles politiques d'austérité en février 2012, voyant un mouvement qui se développe depuis 2011 où des grèves générales historiques avaient déjà eu lieu. La Grèce a été secouée en 2010 et 2011 par une succession de grèves générales d'ampleur inégalée, touchant toutes les professions et catégories sociales. Le vote du nouveau plan d'austérité début 2012 s'est d'ailleurs transformé en une grève quasi-insurrectionnelle mettant plusieurs parties d'Athènes en feu. En Inde, la grève générale de février 2012 a été qualifiée de plus grande grève générale du monde, puisqu'elle a rassemblé 100 millions de grévistes pour protester contre la politique de droite du gouvernement dans un pays où les inégalités vont croissant.
Même le départ de Moubarak en Égypte a été préparé par un processus de grève sectorielle d'abord puis reliant des groupes divers. Jeunesse diplômée urbaine, enseignants, ouvriers industriels, cheminots, et se généralisant à partir du 9 février 2011. Ces mobilisations tranchent pourtant avec le ton très dur et agressif des médias vis-à-vis des grévistes. Ceux-ci opposent à la grève et aux grévistes un acteur mystérieux communément nommé « opinion publique ». Celle-ci, servant d'opposition silencieuse, mais généralement présentée comme majoritaire aux grévistes, est souvent mobilisée dans le traitement médiatique de la grève qu'analyse, pour le cas de la France, Mathias Raymond. Les grèves générales que les législations, notamment européennes, tentent de plus en plus à juguler, sont présentées par les médias soit comme des désordres inadmissibles soit, au mieux, comme des utopies ou des mythes. Mais l'utopie est-elle impossible à construire rationnellement ? Et le mythe ne nous aide-t-il pas à projeter nos actions dans le présent et l'avenir ? Quel projet mobilise ces millions de personnes à travers le monde ? La grève générale d'aujourd'hui peut-elle être encore un rêve général pour la société de demain ? Un concept théorique de transformation sociale. Chapitre 1. Éléments sur la réception philosophique de la notion de grève générale en France entre 1905 et 1914. Irène Pereira. La notion de grève générale est antérieure aux limites chronologiques que l'on assigne généralement au syndicalisme révolutionnaire. En effet, l'on retrouve cette notion par exemple sous la plume de Bakounine. Néanmoins, cette idée reste attachée principalement dans la mémoire collective au syndicalisme révolutionnaire. L'ouvrage de Georges Sorel, Réflexions sur la violence, constitue certainement l'un des principaux maillons qui ont contribué à cet état de fait. En effet, si le syndicalisme révolutionnaire fut sans conteste un important mouvement militant, on tend à négliger aujourd'hui qu'il fut aussi considéré par ses contemporains comme un courant philosophique de premier plan, qui fut abondamment discuté. Les philosophes de la Nouvelle École, principalement Hubert Lagardelle, Georges Sorel et Édouard Berthe, rassemblés autour de la revue Le Mouvement socialiste, furent désignés comme les théoriciens de la philosophie syndicaliste. Il y avait certes non seulement une action militante syndicaliste révolutionnaire, mais également une réflexion militante syndicaliste révolutionnaire comme en témoigne par exemple le texte d'Émile Pouget, intitulé La jeunesse de l'idée de grève générale. Mais la notion de grève générale fit également l'objet d'une théorisation par les philosophes de la Nouvelle École. Nous nous intéresserons en particulier dans cette communication aux analyses de Sorel rassemblées dans Réflexions sur la violence et à celles d'Édouard Berthe regroupées dans Les méfaits des intellectuels. Mais ce n'est pas la seule réception philosophique que connaît la notion de grève générale. En effet, les théories des philosophes de la Nouvelle École au sujet de la grève générale ont fait l'objet de discussions à caractère philosophique dans des articles ou des ouvrages. Dans notre intervention, nous nous pencherons en particulier sur un article de Célestin Bouglet paru dans la Revue du Mois, un ouvrage de Georges Guigrand intitulé La philosophie syndicaliste et un article de De Visscher publié dans la Revue néo-scolastique de philosophie. Par conséquent, ce qui nous intéressera ici, c'est d'analyser la manière dont l'idée de grève générale est successivement théorisée dans ces textes d'un point de vue philosophique, et de comprendre quels sont les enjeux de ces débats autour de l'idée de grève générale. Nous faisons l'hypothèse qu'il existe en la matière une analogie entre des enjeux politiques et philosophiques. La notion de grève générale prend place chez les philosophes syndicalistes au sein d'une théorisation politico-philosophique. Le problème que nous souhaitons donc traiter est le suivant. Quelles sont les homologies entre les controverses philosophiques autour de la grève générale et les débats politiques autour de cette notion ? Quelles sont les positions politiques et philosophiques et les enjeux qui s'opposent dans la discussion de la notion de grève générale ? Théorisation de la grève générale par les philosophes de la Nouvelle École. Nous nous intéresserons ici uniquement comme annoncé à deux recueils d'articles respectivement, de Georges Sorel et d'Édouard Berthe. On attache généralement la théorisation philosophique de la grève générale à Georges Sorel. Nous souhaitons montrer également comment Édouard Berthe propose lui aussi des développements philosophiques autour de cette notion, en particulier dans son opposition à la notion d'État. La grève générale comme mythe chez Sorel.
Il semble légitime d'affirmer que l'on doit aux réflexions sur la violence de Georges Sorel d'avoir fait entrer la notion de grève générale dans le champ de la philosophie. L'ouvrage est l'objet d'une première édition en 1908, mais les textes qui le composent ont déjà été publiés au cours de l'année 1906 dans la revue Le Mouvement socialiste. Dans une lettre à Daniel Halévy qui précède la première édition de ses réflexions, Sorel rappelle un certain nombre de points concernant sa théorisation. Il insiste sur l'importance des images et donc de l'imagination dans les mouvements sociaux. L'action collective fait intervenir des images qu'il conceptualise sous la dénomination de mythes. La grève générale ou la révolution seraient ainsi des mythes selon lui. On a souvent voulu voir dans cette place accordée aux images chez Sorel une influence des travaux de Bergson. Willy Gianinazzi en 2006 dans Naissance du mythe moderne conteste une telle thèse. On verra que, sans l'aide de Bergson, Sorel associait déjà l'idée de grève générale avec les images et lui attribua une force d'évocation instinctive. Néanmoins, on peut remarquer que dès 1903 Sorel, dans Introduction à l'économie moderne, écrit « Un des maîtres de la pensée contemporaine a maintes fois mis en garde contre les erreurs qui découlent de la philosophie traditionnelle. Il se demande si l'heure ne serait pas venue d'abandonner la vieille méthode grecque, construite en vue de la géométrie pour chercher à atteindre la réalité, le mobile et le continu. » Ces critiques de Bergson trouvent surtout leur application dans la sociologie. Cet extrait fait apparaître une opposition entre d'une part le bergsonisme qui s'attacherait à essayer de saisir le caractère mobile de la réalité, Au contraire, Sorel propose dans le même texte de réévaluer le rôle des mythes dans l'action humaine. Il ne semble pas que les historiens de la philosophie soient encore parvenus à se faire une idée très nette du rôle, cependant considérable, que les mythes ont joué dans la pensée humaine. Si l'on parvenait à démontrer que les mythes sont nécessaires pour exposer d'une manière exacte les conclusions d'une philosophie sociale qui ne veut pas se tromper elle-même et ne veut pas prendre pour de la science ce qui n'en est pas, on serait amené sans doute à démontrer aussi que les théories contestées sont nécessitées par l'action révolutionnaire moderne. La notion de mythe intervient donc pour qualifier la nature épistémologique d'assertions dont la validité scientifique ne peut être démontrée, mais qui ont néanmoins une utilité pour l'action. Cette conception de Sorel peut être rapprochée d'un pragmatisme nietzschéen, pour lequel ce qui est utile pour la vie n'est pas nécessairement de l'ordre du vrai, et pourrait même relever de l'illusion comme l'art. Dans la suite de sa lettre à Halévy, Sorel opère une distinction conceptuelle entre le mythe et l'utopie. Les socialistes intellectuels, pour qui, selon Sorel, la révolution n'est une réalité qu'en parole, objectent contre la notion de grève générale qu'elle n'est qu'une utopie. Or, selon Sorel, l'utopie et le mythe sont totalement opposés. L'utopie est le produit d'une démarche intellectualiste qui consiste à appliquer une théorie à la réalité. Le mythe, au contraire, naît de l'action et incite à l'action. L'utopie est découpable rationnellement en parties qui peuvent être applicables sous forme de réformes, tandis que le mythe est une image en mouvement qui ne peut être prise que globalement. Le mythe, contrairement à l'utopie, ne saurait donc être réfuté. Il n'est pas de l'ordre de la science, mais de la croyance. Or, l'une des grandes qualités de ce mythe de la grève générale est pour Sorel de donner une représentation claire de la lutte des classes. La grève oppose les travailleurs aux capitalistes comme deux armées l'une en face de l'autre sur un champ de bataille. En l'espèce, chaque fois qu'on en vient aux mains, c'est la grande bataille napoléonienne, celle qui écrase définitivement les vaincus que les grévistes espèrent voir commencer. Ainsi s'engendre par la pratique des grèves la notion d'une révolution catastrophique. La fonction que Sorel attribue au mythe peut être rapprochée de l'instrumentalisme pragmatiste que développe John Dewey en 1925 dans Reconstruction en philosophie. L'idéal n'a de valeur que s'il nous permet d'agir sur le réel. Le réel cesse d'être quelque chose de déjà là et de final. C'est ce qui doit être accepté comme véhicule du changement, comme ce qui empêche ou facilite certaines transformations spécifiques désirées. Quant à l'idéal rationnel, il cesse de constituer un monde achevé une fois pour toutes, impossible à utiliser comme levier de transformation du monde empirique réel, un lieu où se consoler des carences du monde empirique. Il représente alors une possibilité offerte au monde existant, élaborée avec intelligence,
utilisable comme méthode pour le transformer et l'améliorer. De fait, pour Sorel, il faut juger les mythes comme des moyens d'agir sur le présent. Or, c'est bien parce qu'ils poussent effectivement les syndicalistes à l'action que le mythe de la grève générale n'est pas une pure chimère. Néanmoins, il est possible de remarquer dans cette comparaison entre Sorel et Dewey que pour ce dernier l'instrumentalisme pragmatiste n'est pas opposé à l'intelligence et à la rationalité. L'anti-intellectualisme pragmatiste de Dewey n'est pas un anti-rationalisme à la différence de celui de Sorel. À la grève générale syndicaliste, Sorel oppose la grève générale politique qui est au service selon lui des intérêts des socialistes parlementaires qu'ils soient révolutionnaires ou réformistes, et non des travailleurs. Au lieu de se concentrer sur la lutte contre les capitalistes, la grève générale politique sert à promouvoir le pouvoir des hommes politiques socialistes. La grève générale syndicaliste présuppose une autonomie très claire du prolétariat. Elle n'a pas pour but la conquête du pouvoir politique, mais l'expropriation des capitalistes. La grève générale politique a au contraire pour but la conquête de l'appareil d'État et son renforcement. Cette grève générale politique n'a en réalité d'autre finalité que l'instauration d'une dictature du prolétariat, ou plus exactement en réalité, des politiciens, qui n'est autre qu'une nouvelle division de la société en maîtres et en asservis. Si l'analyse de Sorel se concentre en particulier sur l'opposition entre mythe et utopie, celle de Berthe produit une théorisation philosophique de cette notion à partir de l'élaboration d'un réseau complexe d'analogies, de correspondances et d'antinomies. La grève générale saisit dans son réseau d'analogies et d'antinomies sociales. En 1914 paraît les méfaits des intellectuels. Néanmoins, comme le précise Édouard Berthe dans son avant-propos, il s'agit de textes parus entre mai 1905 et mars 1908 qu'il choisit de publier sans modification. Édouard Berthe dans cette série de textes s'attache à établir un réseau d'antinomies, de correspondances et d'analogies au sein duquel la grève générale occupe une place déterminée. Légende du tableau. Les lignes A et B entretiennent un rapport d'antonymie avec les lignes C et D. Les lignes A et B entretiennent des correspondances entre elles tout comme les lignes C et D. Les colonnes sont dans un rapport d'analogie entre elles. Il est possible de voir dans la méthodologie d'analyse du social appliquée par Berthe un héritage de Proudhon. En effet, cette manière de déterminer des séries et des antinomies n'est pas sans rappeler la méthode de la dialectique sérielle et des antinomies sociales théorisée par Proudhon. En effet, pour ce dernier, la réalité est constituée de séries et d'antinomies dont dans un premier temps il prône la résolution par une synthèse, tandis que dans un deuxième temps de son œuvre, il s'agira plutôt selon lui de procéder à une équilibration. La deuxième influence méthodologique que subit probablement Berthe est celle de Bergson. En effet, on trouve chez Bergson, comme il l'a affirmé lui-même, l'intuition première de l'opposition de nature du temps et de l'espace. À partir de cette intuition principielle, il développe tout au long de son œuvre un réseau d'antinomies et d'analogies. Par exemple, l'espace est discontinu et peut donc être appréhendé par l'intelligence rationnellement, tandis que le temps est continu et ne peut donc être appréhendé que par l'intuition. Ce schéma d'analyse se trouve également appliqué par exemple en psychologie, aboutissant à l'opposition entre un moi profond et un moi superficiel. C'est le même raisonnement également qui permet d'établir ce qui distingue le vivant et la matière. Berthe commence ainsi pour sa part par déterminer une première série de termes qui désignent selon lui des réalités qui entretiennent une relation d'analogie entre elles, le concept au niveau de la pensée, l'État au niveau politique et l'échange marchand capitaliste au niveau économique. À ces trois réalités correspondent trois acteurs, les intellectuels, les hommes politiques et les marchands. Si en effet, on compare ces trois choses, le concept, l'État et l'échange, ces trois manifestations de l'activité intellectuelle, politique et économique de l'homme, on découvre entre elles des analogies remarquables, analogies qui concernent tout autant leur être intime que leurs affects et pour le dire tout de suite, le genre de libération qu'elles procurent. Le concept est un mode d'appréhension de la réalité, qui comme Nietzsche et Bergson en fait la critique, simplifie la réalité et la fige dans une abstraction. Or l'action de l'État vis-à-vis de la société est analogue au rapport du concept vis-à-vis de la réalité. L'État est incapable de saisir la vie sociale et de l'organiser sans la simplifier et l'appauvrir.
On trouve chez Berthe une critique de l'état rationnel hegelien analogue à celle qu'effectue Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. L'État, c'est le plus froid des monstres froids. Il ment aussi froidement et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. L'État est en effet pour Hegel le concept de l'esprit objectif. L'État et le rationnel en est pour soi. La théorisation de l'État chez Berthe fait certes de l'État l'instrument au service de la bourgeoisie. Mais celle-ci ne se réduit pas aux intérêts économiques des marchands. Un autre groupe la compose, les intellectuels. L'État est donc le produit de l'abstraction de la rationalité intellectuelle, au service des intérêts marchands. On est ici proche, dans la théorisation qu'effectue Berthe, de la critique présente chez Weber de la domination légale à direction administrative bureaucratique. Les politiciens qui cherchent à s'emparer du pouvoir de l'État grâce aux partis politiques, le font pour servir soit les intérêts des capitalistes, soit les intérêts des intellectuels, comme c'est le cas des socialistes intellectuels. En définitive, un socialisme qui s'imposerait par le pouvoir d'État ne serait pas au service des intérêts des travailleurs, mais des intellectuels du socialisme. À cette série d'analogies et de correspondances s'opposent deux autres séries. À l'action parlementaire et réformiste des politiciens, répond l'action directe révolutionnaire des syndicalistes. Face aux partis de politiciens, se dressent les organisations syndicales qui ne sauraient leur être inféodées. À l'échange des marchands, il est possible d'opposer la production des travailleurs. Par conséquent, l'action étatique devra être remplacée par la réorganisation de la production par les fédérations de syndicats. Au discours des intellectuels, qu'ils soient socialistes ou sociologues solidaristes, fait face l'action concrète des militants syndicalistes révolutionnaires. À une pensée abstraite et rationaliste, il est donc possible d'opposer une pensée proche de la vie et de l'action qui est celle de Bergson et des philosophes de la Nouvelle École. Il existe néanmoins une ambiguïté que ne résout pas Berthe sur l'identité de ceux qui s'opposent aux intellectuels. Il s'agit certes des syndicalistes révolutionnaires militants, mais également des syndicalistes révolutionnaires philosophes, à savoir les philosophes de la Nouvelle École. Quelle est alors la portée de cette notion de grève générale selon Berthe ? La grève générale est une forme d'action directe. Or l'action directe s'oppose à l'action indirecte du parlementarisme et de l'étatisme. Par conséquent, l'appel à la grève générale par les syndicalistes révolutionnaires français est la marque d'une lutte des travailleurs qui ne se limite pas à une lutte contre le capitalisme, mais qui prend en compte également la lutte contre l'État. La seconde marque de cette opposition entre la grève générale et l'État tient au fait que la grève générale relève du mythe, tandis que l'État relève du concept, État abstrait. C'est la mort du mythe. Exprimé sous une forme nietzschéenne par Berthe, le mythe de la grève générale relève de la dimension dionysiaque, de ces artistes artisans que sont les travailleurs à laquelle s'oppose l'intellectualisme apollinien de l'État. Berthe trouve les mêmes accents nietzschéens que Sorel pour glorifier dans la grève générale sa dimension guerrière qui lui permettra de transcender l'échange, le concept et l'État. La grève générale est cet instrument chargé de faire advenir une société qui ne sera plus organisée selon le mode centralisé de l'État, mais où l'unité sera réalisée, dans et par la liberté. Parmi ceux auxquels s'opposent les philosophes syndicalistes figurent, comme nous l'avons mentionné, les socialistes intellectuels qui, tels Jean Jaurès, défendent l'action parlementaire et ont pu s'opposer à la stratégie de la grève générale ou qui, comme Jules Guesde, accordent une importance trop grande à la détermination des forces productives et surtout veulent subordonner l'action du syndicat à celle du parti. Mais ils s'opposent également à la sociologie rationaliste des Durkheimiens, dont les idées politiques tendent vers le réformisme solidariste. C'est ainsi que Célestin Bouglet intervient en 1909 dans la Revue du Mois, pour faire une critique à la fois philosophique et politique des théories des philosophes de la Nouvelle École. 3 exemples de critique philosophique du mythe de la grève générale. Si les théories syndicalistes révolutionnaires sont discutées politiquement par les intellectuels du socialisme, elles ont fait également l'objet de vives critiques situées sur le plan philosophique, dans des textes ou des ouvrages qui entendent se situer dans ce champ savant déterminé. Célestin Bouglet ou la critique philosophique durkheimienne du syndicalisme révolutionnaire. L'article que rédige Célestin Bouglet, intitulé Syndicaliste et bergsonien, comporte un double enjeu.
défendre sur le plan philosophique le rationalisme de la sociologie contre le pragmatisme bergsonien des philosophes de la Nouvelle École et s'opposer sur le plan politique aux théories des syndicalistes révolutionnaires au profit du réformisme solidariste. Le premier reproche que Bouglet oppose aux philosophes de la Nouvelle École, c'est leur anti-intellectualisme. La révolution n'a pas besoin de théorie. À bas les constructions intellectuelles. Cette opposition est double. Il reproche aux philosophes syndicalistes de contester la fonction politique des intellectuels, en tant que guide de la transformation sociale. Or cela tient, deuxième point, au fait qu'ils adoptent une démarche pragmatiste et empirique qui entend partir des pratiques des militants et non une démarche rationaliste qui adopte une méthode déductive qui consiste à appliquer des théories à la réalité. Bouglet résume ainsi la controverse philosophique qu'il oppose aux philosophes de la Nouvelle École. C'est un duel entre l'intellectualisme et le pragmatisme. Bouglet explicite ce qui lui apparaît comme une contradiction. Les philosophes de la Nouvelle École entendent opposer la pratique militante aux théories intellectuelles, et pour cela ils se livrent à de subtiles théorisations philosophiques. On revient donc ici au point ambigu présent chez Berthe. Dans le réseau des antinomies sociales, quels sont les acteurs qui s'opposent aux intellectuels ? La résolution de cette question nous semble la suivante. Il y a une inversion du primat entre rationalistes et syndicalistes révolutionnaires. Les rationalistes accordent le primat aux théories intellectuelles sur l'action politique tandis que les syndicalistes révolutionnaires l'accordent au militantisme syndical. De ce point de vue-là, ce sont bien les syndicalistes qui s'opposent aux intellectuels. Mais dans l'ordre de l'argumentation intellectuelle, au niveau de la pensée, ce sont les philosophes de la Nouvelle École qui s'opposent aux intellectuels rationalistes. Le corollaire de cette controverse philosophique, c'est l'opposition entre la place respective de la raison et de l'action, et d'autre part celle de la raison contre l'intuition, Bergson, ou le mythe, Sorel. Peut-on appréhender, comme le défend Émile Durkheim, les faits sociaux selon une méthode rationaliste où les forces sociales, le mythe, et la réalité sociale dans sa mobilité échappent-elles à toute appréhension rationnelle ? Tel est l'enjeu épistémologique qui se joue autour de cette réception philosophique de la théorisation de la grève générale comme mythe. Le second enjeu de l'opposition de Bouglet, et plus largement des durkheimiens, au syndicalisme révolutionnaire tient dans leur défense de la démocratie représentative. Le syndicalisme doit-il être réformiste comme c'est le cas pour le trade unionisme en Angleterre, ou doit-il être révolutionnaire ? Les positions réformistes de Bouglet expliquent son opposition à la notion de grève générale, car celle-ci s'inscrit dans une vision révolutionnaire de la société. Le corollaire de cette controverse est celui entre le type d'action qui doit être défendu, l'action indirecte du parlementarisme ou l'action directe de la grève. La défense par Bouglet de l'action parlementaire explique également son opposition à la grève. Un autre corollaire politique de cette opposition est celui qui porte sur le rôle respectif des partis et du syndicat. La défense que Bouglet fait du parlementarisme implique également une acceptation des partis. Selon lui, l'opposition des philosophes syndicalistes au réformisme et leur position révolutionnaire tient au fait que pour eux, il s'agit de s'opposer à la solidarité sociale que défend le solidarisme et qui constitue également la base du lien social selon Durkheim pour affirmer le principe de la lutte des classes. Pour les philosophes syndicalistes, ce n'est pas la solidarité entre les groupes sociaux qu'il faut promouvoir, mais l'autonomie du mouvement ouvrier. Une autre dimension encore de cette série d'oppositions politiques porte sur le rôle du suffrage universel. L'élection, avec le vote individuel, correspond à une atomisation de la société comparable à celle qu'opère la raison selon Bergson qui tente à transformer de l'homogène et du continu en discontinu. Ce qui se joue ici, c'est l'opposition entre la prise de décision à la majorité de la démocratie et la théorie des minorités actives des syndicalistes révolutionnaires. Enfin, dernier élément de cette série d'antinomies politiques, la défense du syndicalisme révolutionnaire implique une critique et une destruction de l'État. Or il y a pour Durkheim et ses disciples une analogie entre l'intellectuel et l'État. L'État est en effet le cerveau de la société, sa tête pensante, chargée d'en exprimer la conscience morale et collective et d'en coordonner les fonctions. Il y a donc une opposition entre deux projets politiques. D'un côté,
un projet réformiste qui se donne pour moyen l'action parlementaire. Les hommes politiques, conseillés par les théories des sociologues durkheimiens, coordonnent, à l'aide de l'État, les activités sociales de manière à limiter les injustices et les inégalités sociales. À cela s'oppose le projet syndicaliste, la transformation directe de la société par les travailleurs au moyen de la grève générale, instrument d'action révolutionnaire, afin de mettre en place une gestion de la société par les syndicats. Mais cette gestion syndicale, selon Bouglé, conduira à un enfermement dans des intérêts corporatistes incapables de s'élever à l'intérêt général que seul peut garantir l'État. Il est intéressant de rappeler que la solution proposée à ce problème par Émile Patot et Émile Pouget réside dans une double organisation. De la production d'une part par les fédérations de branches à travers l'ensemble du territoire, et d'autre part par les bourses du travail qui jouent le rôle d'union locale interprofessionnelle. La critique de Bouglé des philosophes syndicalistes est également celle qui oppose un tenant de la culture classique rationaliste française à ceux qu'il perçoit comme des tenants d'une culture de producteurs qui met en avant l'action sur les discours et qui ne saurait selon lui que conduire à la destruction de la civilisation et à la barbarie. Ainsi Célestin Bouglé finit-il par conclure, dans son article, que la grève générale, la plus nette expression de l'idéal syndicaliste, est aussi la plus exacte application de la méthode anti-intellectualiste. La notion de grève générale est ainsi pour lui la cristallisation en actes et en mots de l'ensemble de son opposition à la fois politique et philosophique au syndicalisme révolutionnaire. Georges Guigrand ou la théorisation d'une philosophie syndicaliste. Parmi les nombreux écrits et discussions auxquels ont donné lieu les thèses des philosophes de la Nouvelle École, le travail de Georges Guigrand est sans doute le plus développé puisqu'il consacre un ouvrage complet à théoriser ce qu'est pour lui la philosophie syndicaliste. Par cette notion, il désigne les positions pro-syndicales des philosophes de la Nouvelle École avant 1910, avant qu'ils ne deviennent selon lui des défenseurs du nationalisme. Dans le chapitre que Georges Guigrand consacre au mythe, et donc à la grève générale, il commence par noter la même contradiction performative que Bouglé. La critique anti-intellectualiste des philosophes de la Nouvelle École est le fait d'intellectuels. Selon lui, le mythe de la grève générale est à l'action militante ce que l'intuition métaphysique bergsonienne est à la philosophie. Le mythe de la grève générale serait, selon la Nouvelle École, l'équivalent dans la conscience profonde du prolétariat de l'intuition métaphysique. Guigrand reproche à Sorel, avec la théorisation de la grève générale comme mythe, d'opposer trop nettement la volonté et l'intelligence. Il conteste en outre l'opposition entre mythe et utopie qu'établit Sorel. Pour lui, il existe bien une dimension utopique du syndicalisme révolutionnaire. Celui-ci propose une réorganisation sur la base des syndicats sans État ni capitalisme. La théorisation de Sorel tend à faire du mythe de la grève générale une fin en soi, et l'unique mobile des actes syndicalistes révolutionnaires. Mais selon Guigrand, les mobiles de l'action syndicaliste ne se trouvent pas uniquement dans un mythe, mais également dans une utopie. Guigrand s'oppose à l'idée que le mobile des militants se trouverait dans une action révolutionnaire, qui n'aurait sa fin qu'en elle-même. Ce qui donne une valeur à cette action qu'est la grève, ce n'est pas sa violence intrinsèque, mais c'est la fin que ce moyen permet d'atteindre. Or ce moyen qu'est la grève générale n'est pas, selon Georges Guigrand, adéquat pour atteindre la fin que les syndicalistes révolutionnaires poursuivent, à savoir réorganiser la société. En effet, une telle fin ne suppose pas d'apprendre à bien se battre, mais d'acquérir des compétences intellectuelles de gestion de l'économie. En définitive, à travers cette opposition, se dessinent deux modes d'analyse des actions humaines. Celle de Guigrand est rationaliste et intentionnaliste tandis celle des philosophes de la Nouvelle École accorde une place prépondérante aux instincts et aux forces irrationnelles dans la détermination des actions humaines comme c'est le cas également chez Nietzsche. Alors que Bouglé analysait l'enjeu philosophique des positions des syndicalistes révolutionnaires comme l'opposition entre intellectualistes et pragmatistes, Guigrand le théorise plutôt comme l'éternel antagonisme de l'intelligence et de l'instinct. Mais cette opposition entre rationalisme et vitalisme a des conséquences pragmatiques. En effet, le développement excessif de l'intelligence rend incapable d'agir. Néanmoins, Guigrand se demande si la classe ouvrière française sous l'effet de l'instruction, du loisir conquis par les luttes syndicales et de la presse des démocraties libérales,
n'est pas amené à devoir dépasser le mythe de la grève générale pour aller vers l'idée de grève générale. Dans ce cas, les travailleurs ne seront plus galvanisés par la grève générale comme des combattants, mais ils l'examineront rationnellement comme des philosophes. En définitive, le prolétariat français se trouve soumis au défi d'une aporie. Les militants syndicalistes d'action directe ont l'énergie de la transformation sociale, mais ils ne possèdent pas la compétence pour réorganiser la société. En se cultivant, le prolétariat acquiert les compétences pour organiser la nouvelle société, mais il s'individualise, s'atomise, porté à la réflexion, il perd le goût de l'action, ainsi que sa force collective. Alors que Bouglet et Guigrand vont avant tout positionner leur critique philosophique du mythe de la grève générale dans la perspective d'une défense du rationalisme, De Visscher situe sa critique principalement sur le plan de la philosophie morale. De Visscher ou la critique de la théorie morale de la grève générale. De Visscher en 1913 écrit dans la revue néo-scolastique de philosophie, un article intitulé « La philosophie syndicaliste et le mythe de la grève générale ». Dans celui-ci, il effectue tout comme Bouglet et Guigrand une critique philosophique de la notion de grève générale. C'est à l'issue d'un long développement préalable sur l'utopie que De Visscher s'intéresse dans son article à la théorie de Sorel du mythe de la grève générale. Pour lui, la nouvelle philosophie révolutionnaire, comme il l'appelle, oppose le mythe à l'utopie rationaliste de la théorie révolutionnaire jacobine exprimée par Rousseau. Si l'utopie est propre à caractériser le jacobinisme, la théorie du mythe suffit à révéler les traits fondamentaux du nouvel esprit révolutionnaire. Il axe son commentaire de la théorie du mythe de la grève générale sur l'irrationalisme vitaliste qu'implique le mythe conçu comme une force aveugle, opposée à la rationalité de l'utopie. Alors que l'utopie relèverait de la raison, le mythe serait de l'ordre de l'imagination. Tandis que la première vise le futur, le second se déploie dans le présent. En faisant de la grève un mythe, selon De Visscher, Sorel théorise la révolution non plus comme un événement lointain coupé du présent, mais il en fait une pratique qui se manifeste dans chaque action de lutte présente. Il n'y a pas de violence prolétarienne, pas de grève dont ne bénéficie l'idée révolutionnaire. C'est la révolution permanente s'alimentant aux sources vives de l'activité ouvrière. Une telle conception de la révolution substitue à une conception mécaniste de la révolution, une vision morale faite d'héroïsme et de sacrifice. Alors que l'action directe prolétarienne relève de ce que Bergson qualifie de moi profond, car orientée vers l'action et l'intuition, la démocratie bourgeoise renvoie au moi superficiel qui s'attache à découper et à rationaliser le réel. Les syndicats naissent du flux de la vie sociale tandis que l'État est pour sa part une construction artificielle. L'action qui génère les syndicats et que ceux-ci produisent est une action directe, tandis que celle de l'État est indirecte. Or, plus profondément encore que Célestin Bouglet, au-delà du bergsonisme, c'est au pragmatisme que De Visscher attache la philosophie syndicaliste. La grève générale en tant que mythe révolutionnaire est née de l'action quotidienne syndicaliste, de la multiplicité des grèves partielles. L'action crée l'idée. Cependant, De Visscher semble percevoir une contradiction interne dans l'argumentation de Sorel. En effet, celui-ci considère que le mythe ne peut être jugé selon des critères rationnels, mais uniquement du point de vue de ses effets sur l'action présente. Cependant, il affirme lui-même qu'il n'est pas possible d'agir sans se référer au futur et donc sans en avoir une représentation rationnelle. De Visscher reprend l'argument présent chez Guigrand selon lequel en définitive les syndicalistes révolutionnaires ne font pas uniquement appel au mythe, mais également à l'utopie, puisque le syndicat groupement de résistance aujourd'hui sera à l'avenir le groupe de production et de répartition. De Visscher insiste pour finir, sur le fait que le mythe de la grève générale, et de manière générale l'action directe, apparaissent comme les éléments sur lesquels les philosophes syndicalistes entendent fonder une morale matérialiste libérée de la transcendance encore présente en réalité dans la morale laïque des radicaux et des socialistes prônant la séparation de l'Église et de l'État. La grève générale a donc une profonde signification morale. Par la lutte des classes et l'analogie entre la guerre et la grève qu'établissent les philosophes syndicalistes, elle devient l'instrument qui permet d'élever les travailleurs vers un mieux infini.
Le mythe de la grève générale aurait sur les travailleurs un effet comparable aux idéaux révolutionnaires sur les armées républicaines. Il les pousserait à l'héroïsme et au sacrifice de soi. Dans un tel cadre, la violence apparaît comme un acte de révolte contre l'autorité étatique. Cependant, cette violence, présente dans la grève générale, ne saurait selon les philosophes de la nouvelle école dégénérer dans la terreur présente dans l'action étatique. Ainsi, contrairement à ce que soutient Célestin Bouglet, la violence de la grève générale ne saurait avoir pour fin d'abolir la civilisation au profit de la barbarie. Or c'est justement cette quête de vertu morale, dans l'analyse que Sorel fait de la grève générale, qui constitue une source d'inquiétude pour de Visscher. En effet, c'est dans la conformité à un idéal de vertu morale révolutionnaire qu'il voit la source du fanatisme de Robespierre. Ainsi pour lui, le syndicalisme révolutionnaire est-il de même amené à négliger les améliorations partielles dans une quête d'un renouvellement intégral. Conclusion. Nous avons voulu à travers cette communication mettre en relief plusieurs points. Tout d'abord, la notion de grève générale n'a pas été uniquement une notion militante discutée dans les sphères politiques et syndicales. Elle a été également une notion qui a acquis durant une certaine période un statut philosophique qui fit qu'elle fut l'objet de controverses dans des ouvrages et des revues spécialisées appartenant au champ philosophique. L'enjeu de ces discussions a eu un double statut. Le premier place ces controverses philosophiques au niveau de la philosophie politique. À travers la notion de grève générale sont discutées des oppositions entre socialisme et démocratie, réforme et révolution, action politique et violence. Cependant, l'enjeu philosophique de la notion de grève générale ne se situe pas uniquement au niveau de la philosophie politique, mais également au plan de la philosophie de la connaissance. Ce qui y est discuté, c'est le statut de la raison et de la rationalité. Ainsi, la notion de grève générale est perçue tour à tour comme relevant de l'opposition entre raison, intellectualisme et action, pragmatisme, ou entre raison et imagination. La dernière dimension philosophique qui apparaît également dans ces controverses concerne la philosophie morale. La grève générale constitue-t-elle un instrument de régénération morale de la société sur la base d'une conception matérialiste et pragmatiste ? Nous avons donc voulu faire apparaître de nouveau, au-delà de la dimension politique de cette notion, ses aspects et ses enjeux proprement philosophiques quelque peu oubliés nous semblait-il. Nous souhaiterions conclure par quelques réflexions plus personnelles tirées de ce qui précède, concernant la portée philosophique actuelle de la notion de grève générale. Le premier point que l'on peut souligner, c'est que la notion de grève générale semble garder, au moins en France dans les franges les plus radicalisées du syndicalisme, sa puissance d'entraînement. Il ne s'agit pas d'un terme anachronique, et l'appel à la grève générale apparaît bien encore souvent scandé lors d'importants mouvements de grève. De ce fait, les analyses des philosophes de la nouvelle école faisant de la grève générale un instrument pour l'action semblent tout à fait encore d'actualité et pertinentes. Le second point sur lequel elles me semblent encore toucher juste, c'est qu'elles avaient pour ambition de penser une transformation sociale qui ne s'appuie pas sur une conception déterministe de l'histoire. Néanmoins, une telle conception de l'histoire ne nous semble pas conduire à la disparition de tout projet de transformation révolutionnaire, de toute utopie, pour reprendre les termes de Sorel. Il nous semble que de ce point de vue, la philosophie pragmatiste de Dewey ouvre des perspectives. Il est possible de penser une continuité entre l'imaginaire du mythe, ayant pour fonction d'entraîner à l'action, et la rationalité de l'utopie. Le pragmatisme deweysien, contrairement au bergsonisme, ne radicalise pas les dualismes philosophiques, mais tente de les dissoudre. L'utopie peut être également un instrument pour l'action permettant d'agir dans le présent. D'une certaine manière, on peut se demander si les bourses du travail ne constituaient pas des tentatives de réalisation d'une utopie dans le présent. Mais cette réalisation n'est pas figée, elle est elle-même un instrument pour une transformation révolutionnaire de la société. La même réflexion peut être appliquée à ce que sont les syndicats eux-mêmes, qui expérimentent des modes d'organisation alternatifs à la démocratie représentative qui permettent d'équilibrer l'affirmation des minorités et des individus d'un côté et de l'autre, l'action collective la plus large possible. Le second point qui nous semble contestable dans la théorisation des philosophes de la nouvelle école
porte sur les comparaisons virilistes d'inspiration nietzschéenne entre la grève générale et la guerre, ainsi que la valorisation d'une éthique de l'héroïsme. La valorisation du conflit et de la grève ne passe pas d'ailleurs toujours chez les militants syndicalistes révolutionnaires par l'affirmation d'une révolution nécessairement violente. On peut se référer à ce sujet par exemple à Comment ferons-nous la révolution de Patot et Pouget ou à l'Action syndicaliste de Griffulle. En revanche, il nous semble que la réflexion sur l'État en tant qu'instance politique, et non pas seulement sur le capitalisme et sur leurs rapports qu'ont développés les philosophes de la Nouvelle École, nous semble pertinente sous nombre de rapports. Par exemple, le fait de penser l'État comme un instrument au service non seulement des intérêts marchands capitalistes, mais également d'une logique intellectualiste qui pourrait être incarnée aujourd'hui par ce que Bourdieu appelait la noblesse d'État, nous semble conserver une pertinence. Bibliographie sélective. Bakounine Monsieur, Organisation et grève générale, in Journal Égalité du 3 avril 1869. Bouglet C. Syndicaliste et bergsonien, in La Revue du Mois numéro 37 1909. Disponible sur www.gallica.bnf.fr. De Visscher F. La philosophie syndicaliste et le mythe de la grève générale, in Revue néo-scolastique de philosophie numéro 78 1913 pp 129 à 163. Disponible sur http://www.percé.fr/. Douy J. Reconstruction en philosophie 1925, Pau édition. Farago 2003 page 114. Édouard B. Les méfaits des intellectuels 1914. Disponible sur www.gallica.bnf.fr. GIANINAZZI, W. Naissance du mythe moderne, Paris, édition de la Maison des sciences de l'homme 2006, page 171. GRIFFULHESV, L'Action syndicaliste, 1908. Disponible sur www.pelloutier.net/. GUYGRAND, La philosophie syndicaliste, Paris Grasset, 1911. Disponible sur http://www.archive.org/. Hegel, Principe de philosophie du droit, Paris Garnier-Flammarion, 1999, 258. Le mouvement socialiste, 1898 à 1914. Disponible sur http://www.archive.org. Nietzsche F. Ainsi parlait Zarathustra, 1883 à 1885, trad. Henri Albert, Paris, Société du Mercure de France, 1898. Patot et Pouget. Comment ferons-nous la révolution 1909. Disponible sur www.gallica.bnf.fr. Pereira I. Les travailleurs de la culture en lutte, le syndicalisme d'action directe face aux transformations du capitalisme et de l'État, Paris, édition. D'ores et déjà 2010. Pouget, et La jeunesse de l'idée de grève générale 1904. Proudhon P.J. De la création de l'ordre dans l'humanité 1843, Paris Garnier Frères 1849. Disponible sur http://books.google.fr/. Proudhon P.J. De la justice dans la Révolution et l'Église, Paris, Librairie Garnier Frères, 1858. Disponible sur http://books.google.fr/. Sorel G. Réflexion sur la violence, 1908. Disponible sur http://doi.10.1522/.cla.sog.ref. Sorel G. Introduction à l'économie moderne, 1903. Disponible sur http://classique.ucac.ca/. Weber Monsieur, Économie et Société t. 1 Paris Presse Pocket 2003. Chapitre 2. Le débat sur la grève générale dans la Deuxième Internationale. Jean Vogel. Il faudrait plusieurs centaines de pages pour traiter ce thème un peu exhaustivement, étant donné la durée de ces débats et l'ampleur des matériaux disponibles. Je me limiterai ici à faire ressortir certaines constantes, et à souligner leur dynamique sous-jacente.
En envisageant les origines de la grève de masse, il faut la considérer comme une création collective anonyme de la classe ouvrière, qui n'est ni localisable, ni datable. La grève générale appartient à ces nombreuses idées mères du socialisme, auxquelles ce n'est qu'ultérieurement que des théoriciens ou des courants politiques ont apporté une expression plus ou moins systématisée. Comme l'avait dit Émile Pouget, l'idée de grève générale n'a pas de blason idéologique, elle vient du peuple et ne peut prétendre à une noble origine. Ni sociologue, ni philosophe n'ont daigné élucubrer sur son compte, analyser ses formules, doser sa théorie. Le premier texte organisationnel, à faire mention de la grève générale, est une résolution adoptée en septembre 1868 par le 3e congrès de l'Association internationale des travailleurs tenu à Bruxelles, intitulée de l'attitude des travailleurs dans le cas d'un conflit entre les grandes puissances européennes. Intervient là ce qui sera un des axes importants de la question de la grève générale, une forme de lutte qui répond à la guerre ou à la menace de guerre. Cet aspect de la grève générale passera progressivement à l'arrière-plan dans les milieux socialistes au cours des années 1890 à 1900, pour revenir avec force lors des congrès socialistes internationaux de Stuttgart en 1907 et de Copenhague en 1910. La résolution du congrès de Bruxelles de Ley affirme que la guerre a une cause principale et permanente, le manque d'équilibre économique, et des causes auxiliaires, les politiques arbitraires des gouvernements centralisés sur lesquels on peut peser. Elle en déduit que les peuples peuvent donc dès maintenant diminuer le nombre des guerres en s'opposant à ceux qui les font, ou qui les déclarent. Que ce droit appartient surtout aux classes ouvrières, soumises presque exclusivement au service militaire et qu'elles seules peuvent lui donner une sanction. Qu'elles ont pour cela un moyen pratique légal et immédiatement réalisable. Qu'en effet le corps social ne saurait vivre si la production est arrêtée pendant un certain temps, qu'il suffit donc aux producteurs de cesser de produire pour rendre impossibles les entreprises des gouvernements personnels et despotiques. Et elle conclut, le Congrès recommande surtout aux travailleurs de cesser tout travail dans le cas où une guerre viendrait à éclater dans leurs pays respectifs. Cette résolution fut adoptée par une majorité de Français et de Belges, contre l'avis des Allemands et contre celui de Marx. Pour celui-ci, la résolution aurait dû constater que la classe ouvrière n'est pas encore suffisamment organisée pour peser de façon décisive dans la balance. Le projet de résolution allemand qui l'appuyait déclarait qu'une guerre entre la France et l'Allemagne serait une guerre civile au profit de la Russie, et Marx qualifiait dans une lettre à Engels l'idée de faire grève contre la guerre de sottise belge. Il y a 4 points à retenir de cette résolution, qui réapparaîtront structurellement dans le débat ultérieur. 1. La distinction entre l'idée d'une cause principale et permanente, d'un mal social à laquelle seule la révolution sociale peut définitivement remédier, et l'idée de cause auxiliaire, susceptible d'être atténuée ou même éliminée dans une conjoncture donnée. 2. La grève générale se présente comme un moyen pratique et immédiatement réalisable, à l'encontre d'autres options qui paraissent se perdre dans des perspectives indéterminées. 3. La grève générale donne prise sur le fondement de la vie sociale, la continuité des activités de production. Si la production s'interrompt, toute la vie d'une société se disjoint. C'est donc à ce niveau que réside la puissance fondamentale de la classe ouvrière par rapport au pouvoir d'État. 4. Il faut répondre à la guerre par la cessation du travail. La grève générale est donc d'abord prônée comme riposte aux guerres. L'idée d'une universalisation de la grève générale qui l'élève au rang de forme de lutte fondamentale est avancée pour la première fois dans un texte de Ley anti-autoritaire, à son congrès de Genève de septembre 1873. Un an auparavant, au congrès de La Haye, Marx avait fait exclure Bakounine et ses compagnons de la Fédération jurassienne, à la suite de quoi Ley s'était scindé en deux, avec une majorité des fédérations, Italie, Espagne, Belgique, Angleterre, finissant par se ranger dans le camp anti-autoritaire ou autrement dit anarchiste. C'est cette fraction, qui représentait pour encore peu de temps le gros des troupes de l'Internationale, qui consacre alors 2 journées de débat à huis clos à la question de la grève générale, d'où ressortiront 5 points qu'on verra souvent réapparaître. 1. La grève générale équivaut à la révolution sociale. Si cette grève est bien menée, il suffit de 10 jours pour que l'ordre social s'écroule. D'autres diront 2 mois. 2.
Son succès dépend d'une organisation suffisamment large et solide des différents corps de métier, tant au niveau régional que national ou international. Sans des syndicats très puissants, il ne sert à rien de tenter une grève générale. 3. La grève générale est l'aboutissement logique de la multiplication des grèves partielles. Celle-ci ne donne que des résultats incomplets, d'où l'idée qui s'imposerait spontanément de généraliser les grèves. 4. Il faut en discuter le moins possible pour ne pas informer l'adversaire sur nos plans. La grève générale devra être déclenchée par surprise. 5. La formule n'est sans doute pas applicable dans tous les pays. Les Belges, d'avant le POB, en sont totalement partisans, mais John Hall, un leader des trade unions anglaises qui assiste au Congrès, sera le premier à utiliser l'expression, souvent répétée par la suite par les dirigeants de la social-démocratie allemande, grève générale égale ineptie générale. Le Congrès anti-autoritaire finit par adopter une résolution caoutchouc. Le Congrès, considérant que dans l'état actuel de l'organisation de l'international, il ne peut pas être donné une solution complète à la question de la grève générale, recommande d'une façon pressante aux travailleurs l'Organisation internationale des unions de métiers ainsi qu'une active propagande socialiste. Un an plus tard, en 1874, Engels, dans un article polémique contre le rôle joué par les bakuninistes d'Espagne dans l'échec de la révolution de ce pays, énonce ce qui deviendra un article de foi des marxistes pendant 25 ans. La grève générale est dans le programme bakuniniste, le levier au moyen duquel se déclenche la révolution sociale. Tous les ouvriers de tous les métiers d'un pays, voire du monde entier, abandonnent un beau matin le travail, forçant ainsi au bout de 4 semaines, tout au plus, les classes dirigeantes à demander grâce ou à frapper sur les ouvriers qui sont alors en droit de se défendre et par la même occasion, de jeter bas toute la vieille société. Au Congrès de Genève de 1873, la grève générale joua également un grand rôle, mais il fut admis par tous que pour cela était nécessaire une organisation parfaite de la classe ouvrière et une caisse bien garnie. Et voilà le hic. D'une part, les gouvernements, surtout quand on les encourage par l'abstention politique, ne laisseraient jamais arriver aussi loin ni l'organisation ni la caisse des ouvriers. Et d'autre part, les événements politiques et les empiètements des classes dominantes feront aboutir l'affranchissement des ouvriers, bien avant que le prolétariat ne parvienne à se créer cette organisation idéale et ce colossal fonds de réserve. Mais s'il les avait, il n'aurait pas besoin de prendre la voie détournée de la grève générale pour atteindre ses buts. On trouve là le leitmotiv du rejet marxiste initial de la grève générale. Ou bien elle est impossible, car manque l'organisation et les fonds nécessaires pour la mener à bien. Ou bien elle est inutile, car si cette organisation et ces fonds existent, ils offriraient une voie plus rapide et plus aisée de transformation de la société. Les marxistes les plus orthodoxes, les plus dogmatiques, comme les guédistes en France, conserveront inchangé le même argumentaire encore 30 ans plus tard, comme si rien ne s'était passé dans le monde à ce point de vue. À l'occasion des congrès socialistes internationaux, il se passait dans les années 1890 un phénomène insuffisamment souligné. À chaque fois, les anarchistes, mis à la porte, rentraient par la fenêtre. Que ce soit à Paris en 1889, à Bruxelles en 1891, à Zurich en 1893 ou à Londres en 1896, les congrès socialistes doivent consacrer une part importante de leur temps à délibérer de l'exclusion de ceux qui ne reconnaissent pas l'utilisation des droits politiques et de la machinerie législative pour la conquête par le prolétariat de la puissance politique. Cette récurrence est le fait de l'apparition de nouveaux courants dans le mouvement ouvrier, qui ne se définissent pas stricto sensu comme anarchistes, mais reprennent les thèmes de la critique du parlementarisme et introduisent fréquemment la perspective de la grève générale en tant qu'alternative. Il en va ainsi avec le courant des jeunes dans le Parti social-démocrate allemand, après son retour à la légalité en 1890, ou du premier mouvement socialiste hollandais de Domela Nieuwenhuis et Christian Cornelissen. Il y a donc récurrence de l'apparition dans le socialisme d'un courant sinon antiparlementaire, du moins privilégiant des formes d'action directe. À ce propos, nous voudrions marquer nos distances avec la thèse dominant l'historiographie du mouvement socialiste qui identifie la Bersteiniade comme indice du passage à une nouvelle étape dans l'histoire de la social-démocratie,
par où elle finira par s'assumer comme un parti démocratique de réforme sociale, plutôt que révolutionnaire. Or, si l'on privilégie comme critère le choix de l'exclusivité de l'action parlementaire comme forme de lutte politique et méthode de conquête du pouvoir, le véritable tournant est antérieur à Bernstein. Il remonte au livre du futur orthodoxe Karl Kautsky en 1893, Parlementarisme et social-démocratie, dont les leitmotifs sont des apostrophes. En finir avec les illusions sur la démocratie directe et de défendre le parlementarisme comme le seul mode de gestion adéquat pour une société complexe, représentant donc un legs de la bourgeoisie qu'une société socialiste se devra de perpétuer. Les congrès socialistes internationaux des années 1890 seront confrontés à chaque reprise à la problématique de la grève générale contre la guerre. Nieuwenhuis présente une motion en ce sens en 1891, puis module sa proposition en 1893 en suggérant une grève des appelés. Les travailleurs doivent refuser de se rendre sous les drapeaux en cas de mobilisation, ce qui rendra la guerre impossible. La réponse de la majorité des socialistes s'articule toujours à deux niveaux. 1. Puisque la guerre est un produit du capitalisme, c'est celui-ci qu'il faut supprimer et pour ce faire, l'essentiel est de renforcer le Parti socialiste. 2. Si une grève générale était possible, en cas de guerre, le résultat profiterait au despotisme russe. Pendant que les ouvriers allemands se croiseraient les bras, les Cosaques marcheraient sur Berlin. Les anarchistes et assimilés sont donc accusés de faire le jeu du tsarisme, considéré comme l'ennemi principal au niveau international par la social-démocratie allemande de l'époque. Un socialiste belge comme Jean Wolders exprime la même crainte. Au-delà de la rhétorique polémique, on est en présence ici d'une logique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.